Voilà, donc petite pause hein, comme ça permettra de répondre au maximum de questions. Visiblement, hein, le message est passé depuis la dernière libre antenne et les questions sont beaucoup plus intéressantes. Et puis en plus, vous faites des efforts pour l'orthographe. Bravo, bravo à vous. Alors voilà, on me dit, bon bah c'est vrai, petite question, déjà on va commencer tout doucement. On me dit, que pensent les invités de l'intervention de BHL dans le conflit ukrainien? Personnage qu'on a vu effectivement venir sa médaille, l'Europe. Personnellement, ça se permet pour les aussi de choisir son camp, je trouve. Quand on voit BHL quelque part, on évite de se retrouver au coude à coude avec lui dans la même tranchée, enfin s'il y allait en plus. Mais quand on voit effectivement ce fameux monsieur Place Maïdan, bon, ces fameux ultranationalistes de tous bords qui ont soutenu l'Ukraine auraient dû se poser des questions. On n'affiche pas des croix celtiques ou des insignes ultranationalistes à côté de BHL, il y a un manque de, il y a un truc de cohérence. D'incohérent. Quand on voit BHL quelque part. BHL, d'abord, c'est le grand fauteur d'antisémitisme. Moi qui suis d'origine juive, je me dis, quand les gens ils voient BHL, il dit moi je suis juif et puis il défend Israël, je comprends que les gens se mettent à détester tout d'un coup Israël est juif. Donc ce type est un mercenaire au service de l'impérialisme et donc il bénéficie d'une tribune dans tous les journaux, malgré qu'il soit extrêmement médiocre dans tout. On l'appelle philosophe, il n'a jamais et dicter la moindre philosophie. Il n'y a pas de philosophie de BHL, donc les médias l'intitulent philosophe, et ce type-là est un zéro complet, et s'il n'était pas donc ce mercenaire de l'impérialisme, on n'en aurait pas parlé. Et donc il se trouve, et ces gens sont sans vergogne, parce que ils prétendent, eux, ils nous traitent d'antisémites. Toi, t'es antisémite, moi je suis juif antisémite. Et donc, mais ils n'ont pas hésité à soutenir des Pravi-Sector ou Svoboda qui se trimballaient dans les rues. Il faut prendre des Russes et brûler les Juifs. Et voilà, donc ils le disent ouvertement. Et à tel point qu'avant l'affaire du Maïdan, le journal israélien Haaretz avait un petit peu alerté les gens sur l'antisémitisme en Ukraine. BHL avait dit que les milices du Pravi-Sector sont moins pires que le Front National. Il a déclaré ça. Étrangement. C'est n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'il se trouve des journalistes pour donner du crédit à cet individu qui est, faut dire, c'est une raclure, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'accord, voilà, les choses sont claires sur ce que on pense de BHL ici. Alors, on me dit, suite au bombardement sur l'Est, le gouvernement ukrainien a-t-il les moyens de reconstruire écoles, hôpitaux, etc. Absolument pas, s'il n'y a pas un financement occidental et donc des investissements occidentaux, ce qui leur permet de prendre le contrôle du pays. Ils n'ont pas les moyens actuels de reconstruire les caisses sont vides, c'est ça. Oui, les caisses sont vides, ça se voit. Pour moi, ils vont dépendre absolument des moyens étrangers, de fonds étrangers, pour pouvoir reconstruire le pays. Oui, parce qu'ils comptaient beaucoup visiblement sur un prêt de l'Union européenne. Voilà. Et en plus, toutes les terres du Donbass sont vendues à Monsanto déjà, donc ça va être très très difficile. Ah d'accord, on a passé des deals déjà avec Monsanto. Non, c'était déjà vendu avant que le conflit commence. C'est pour ça aussi ils veulent absolument récupérer ces terres. D'accord, voilà. Ça c'est extrêmement riche. L'Ukraine était le grenier de l'Europe et de l'Union soviétique. Oui. Des terres très fertiles. Même les Allemands avaient pris la terre du Donbass, une terre très fertile, pour l'importer en Allemagne. C'est un fait prouvé aussi. D'accord, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. Des trains entiers de terre du Donbass partaient. Oui, parce que là, effectivement, l'Ukraine. Originalement, c'est le grenier, c'est là que pousse. C'est là qu'on fait tout pousser avec une terre noire, visiblement. Très riche. C'est surtout l'ouest de l'Ukraine. L'est est surtout industriel. D'accord. Et l'ouest et le centre. Mais même dans les terres industrielles, on voit d'immenses. L'Ukraine, c'est plat d'immenses champs de blé et tout ça. Donc finalement, même l'est industriel est une terre fertile. Je comprends qu'il l'ait acheté. Alors on me dit aussi, évidemment, le gouvernement, en ne reconnaissant pas la langue russe et en traitant toute la population de l'Est de terroristes, le gouvernement ukrainien n'a-t-il pas fait le jeu des séparatistes? C'est une erreur politique, justement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'expliquais tout à l'heure. L'erreur majeure, c'est la grosse erreur. Grosse erreur
du président Poroshenko, parce qu'en plus il a fait ça très vite. Très vite, mais aussi peut-être sous l'influence furieuse des milices ultranationalistes. Oui, parce qu'il était obligé de gouverner avec eux. Voilà, c'est ça, il était, à mon avis, il a dû compter ses alliés et se dire ah bon, il va falloir faire quelque chose pour les satisfaire et calmer ces gens-là. Parce qu'il représenterait 20%, c'est ça à peu près, on m'a dit, de son gouvernement, enfin des gens de la chance. De son gouvernement, mais aux élections, ces gens-là ne représentent rien. Par contre, ils ont le savoir-faire de la guérilla urbaine et ils ont les armes, ce qui est très embêtant pour un pouvoir vacillant. D'accord. Alors, on me dit comment s'organise l'armement des deux camps qui s'opposent en Ukraine. C'est vrai, comment ils se... Alors du côté ennemi, on sait très bien que c'est fourni. Ils sont, voilà, l'OTAN, on va dire. L'OTAN, l'Allemagne a donné des léopards, il y a eu des chars Abrams. La Pologne aussi, c'est ça, la Pologne, il y a eu des chars Abrams de trouvés par les nôtres. D'accord, des chars américains donc. Américains. Après nous, la question de l'armement, c'est, on a souvent été accusé d'être complètement armés par la Russie, donc au début c'est complètement faux. Comme je l'ai dit, au début certains ont eu du mal à trouver des percuteurs pour leur AK, moi j'avais seulement 2 chargeurs pour mon AK-74, et après le président de la Russie a dit clairement, bon écoutez, les populations menacées trouveront toujours des armes. Et du jour au lendemain, et petit à petit, on a vu de l'armement léger, je dis bien, arriver dans le Donbass. Ça venait forcément des stocks russes. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas eu des colonnes de chars qui ont été données, c'est complètement faux. Et si ça avait été le cas, les drones ukrainiens auraient pris les photos et ça aurait été ça aurait fait juste de la propagande ukrainienne. Donc. Alors, on me dit que devient Viktor Yanukovych, donc le président destitué. C'est une très bonne question auquel on aimerait aussi avoir réponse. Son parti des régions est désormais inexistant. En plus, c'était ses terres de prédilection au niveau électoral de Donbass. Mais il n'est pas là-bas, c'est sûr. D'accord, il est en Russie probablement, c'est ça? Moi, je pense qu'il se fait oublier quelque part, oui. Ouais, il veut pas trop se montrer en même temps. Voilà. Alors, on me dit, y a-t-il des enfants combattants de chaque côté? Alors, du côté ukrainien, je pense pas. Il y a des très jeunes hommes, mais je pense qu'ils ont la majorité. Par contre, de notre côté, du fait des milices populaires, on a eu des mineurs, oui, quand même des femmes. Voilà. Des enfants qui sont présentés spontanément, c'est ça? Spontanément, oui. Ouais. 14-15 ans. 14-15 ans, bon, mais des enfants quand même. C'est des enfants, oui. Ouais. À 14-15 ans, on n'a pas à tenir un fusil pour aller faire la guerre. Ouais. Ouais. Puis des femmes aussi, beaucoup de volontaires. Beaucoup de femmes, ouais. C'est étonnant ça aussi. Non, les femmes sont souvent snipers dans les armées. Parce que c'est un fait physique, les femmes sont beaucoup plus calmes que nous, donc pour le tir de précision, c'est bien évidemment beaucoup mieux, beaucoup plus patientes que nous, donc attendre des longues heures une cible... Oui, effectivement, elles sont plus douées que nous là-dessus. C'est un fait reconnu. Ouais. En plus, elles ont cette tradition, au sein de cette ex-tradition soviétique, d'avoir formé des femmes snipers durant la Grande Guerre patriotique. Il y avait des régiments de femmes snipers. Ouais. Ça, c'est un fait historique. Et donc cette tradition, elle s'est perpétrée voilà, jusqu'à cette... J'ai connu une femme commandant d'une escouade de Cosaques, elle était sniper. Elle a participé à la bataille de Debaltsevo. D'accord. Voilà. Faut pas aller les emmerder. Alors, on me dit aussi, avez-vous des nouvelles de Erwan Castel? Bon, Erwan Castel va très bien aux dernières nouvelles. Il a trouvé un très bon bataillon professionnel où ils font du sport, où ils s'entraînent tout le temps. Sa brigade internationale augmente de plus en plus, donc j'estime qu'il a trouvé les conditions de travail nécessaires pour des volontaires étrangers. D'accord. Voilà. Parce qu'on l'avait reçu ici même, avec une émission en direct. Un Castel qui a découvert la guerre comme moi, où il s'est dit vite, il faut que j'arrive à avoir une autonomie militaire sur le terrain. Ouais, d'accord, parce que c'était assez dangereux, quoi. Parce que bon, visiblement, on entendait les tirs en direct. Oui, je pense que c'était à la bataille de Marinka, où il s'est rendu compte réellement. Il a entendu des balles siffler à la bataille de Marinka. Ouais. Et lui, il avait fait le même constat que moi, quelques mois plus tôt, qu'il fallait absolument avoir l'autonomie militaire sur le terrain, sinon c'est pas possible. D'ailleurs, pour info, il constitue un groupe de reconnaissance, donc des bonnes opérations spéciales, quoi. C'est très très bien ça. D'accord. Alors on me dit, Victor va-t-il retourner combattre dans le Donbass? Alors, combattre pour le Donbass de l'extérieur, oui. Retourner combattre les armes à la main dans le Donbass, non. Parce que comme je l'ai déjà dit, la Fédération de Russie n'aide pas du tout les volontaires étrangers, et pour pouvoir quitter le pays légalement sans aller en prison en Russie, j'ai dû accepter, pour avoir mon visa de transit, une expulsion de 5 ans de la Fédération de Russie.
Donc ça, c'est un petit message pour ceux qui me reprochent d'être un agent russe ou d'avoir été aidé par les autorités russes. J'ai aidé la population russe, mais en tout cas, voilà les remerciements des autorités russes. Ils me disent félicitations, mais légalement, vous devriez aller en prison, comme ça arrivait à monsieur Lestradé. Mais bon, vu que vous avez su éviter tout ça, on vous expulse 5 ans en échange du visa de transit. Voilà. Alors, donc retourner combattre dans le Donbass, même si je voulais, ce serait impossible. À ce sujet, rapidement, moi à un moment donné, je me suis occupé avec eux de pouvoir essayer de recruter ou d'aider des volontaires. Oui. Et puis le problème, c'est que on n'a jamais pu résoudre ce problème de passeport et d'égalité. Jamais. Moi, j'avais contact avec des Russes, avec des personnalités russes, par différents canaux, et on a vraiment insisté pour trouver une solution. On n'a jamais pu trouver de solution de manière à permettre aux gens allant combattre là-bas de revenir d'une façon à peu près légale. Voilà, jamais. Donc, nous, avec notre groupe Novopol, on est dit, les volontaires, on arrête, quoi. On peut pas. On peut pas le faire. Ceci dit, pour terminer sur cette question, et c'est arrivé un tout petit peu trop tard pour moi, la République populaire de Donetsk, du fait de la présence des volontaires étrangers et du fait aussi que les autorités russes ont commencé à avertir les autorités de Donetsk qu'ils en avaient marre de mes passages illégaux et des autres, ils ont dit écoutez, il faut vraiment faire quelque chose. Donc a été créé le Voyny Billet, ce qui veut dire le billet de guerre, pour tout volontaire. Donc ça nécessite une visite médicale, une incorporation au sein de l'armée de la DNR et non pas des milices politiques, et un engagement de je ne sais plus combien de temps. Suite à cet engagement, le volontaire étranger aura le droit de réclamer 5 ans d'asile politique à la Fédération de Russie. Il a 5 ans pour apprendre le russe et obtenir la nationalité russe s'il parle russe. Voilà, ça a été mis en accord parce que les volontaires étrangers, et je l'ai fait, on n'hésitait pas à violer la frontière russe pour aller chercher soit de l'équipement ou des volontaires. Donc au bout d'un moment, les autorités de Rostov en ont eu marre, ils ont averti les autorités compétentes de Donetsk et étaient mis ce système en place. Parce qu'on a quand même Guillaume Lestradé qui a fait 4 mois de prison. Ah oui, en Russie. Ah oui. Pour passage illégal de frontière. Pour passage illégal, il a fait 4 mois de prison. Moi, j'ai essayé d'intervenir un peu partout, j'ai insisté, j'ai fait marcher tous mes réseaux là-bas. Ça a été très très difficile de le faire sortir. Voilà, il est sorti il n'y a pas longtemps de prison. Oui, alors que je leur ai envoyé des photos de Guillaume Lestradé habillé en blouse blanche à l'hôpital de Donetsk, qui montrait qu'il avait fait dans l'humanitaire et tout. Très, très, très difficile. Et même des gens là-bas proches des services disaient non, la légalité, c'est la légalité, on n'y peut rien, Duralex, c'est de l'ex, c'est comme ça. La bureaucratie est très lourde, la bureaucratie russe, et en plus, quand elle se met en route, c'est impossible d'arrêter la machine. Ah ouais. Il y a même des gars des autorités russes qui me racontaient des anecdotes et des blagues qui se font en Russie sur le fait que le président Poutine invite des gens importants, mais vu qu'ils n'ont pas le visa nécessaire, ils ne peuvent pas venir sur l'invitation du président. Donc en fait, ça veut dire que même le président ne peut rien faire là-dessus. Ah oui, tellement la machine se met en route, même le président. Parce que contrairement à l'Union soviétique, la Fédération de Russie est décentralisée. Alors qu'avant, avec le centralisme soviétique, il suffit d'avoir les bons contacts à Moscou et au parti et on pouvait circuler librement. Maintenant, c'est l'exact contraire. On peut être en porte-à-faux avec Moscou et bien être avec l'oblast de Rostov ou l'exact contraire. La décentralisation, c'est bien, mais en même temps, là-dessus, c'était... Donc, une anecdote que m'a raconté Guillaume Lestradé, donc il a fait ses 4 mois de tôle et il était prévu, au bout de 4 mois, qu'il passe au tribunal. Il passe au tribunal et on le condamne à 4 mois, donc il les avait déjà fait. Et le président du tribunal l'a vivement félicité d'avoir participé à la guerre du Donbass. Voilà. Il a rendu hommage. D'accord. Donc, oui, mais tu vois, de le condamner. Voilà, c'est marrant, c'est marrant. Mais ça, c'est russe, par contre. Ouais, voilà, c'est typiquement russe. Non, mais ça, on l'avait. On va te condamner, mais par contre, bravo ce que t'as fait. Mais ça, les autorités russes ou les agents du FSB, quand ils m'ont convoqué là-bas, c'était la même chose. On admire ce que vous faites, mais ne franchissez plus jamais notre frontière, sinon c'est la prison. Voilà. Non, mais c'est comme ça, ils appliquent la loi. Hein. Donc, ce fantasme d'aide russe aux volontaires internationaux. Ça, c'est d'accord. Moi, c'est vrai que c'était un 4 mois de tôle. En
plus, il est venu à la manifestation qu'on a fait pour Poutine devant l'ambassade. Ouais, mais après, faut pas en vouloir. Non. C'est petit ceux qui se retournent à la fin contre les autorités russes ou contre le peuple russe. S'il y a une législation, il y a une loi et tout ça, c'est normal. Bah ouais. Pays en état de guerre. Légalistes, les Russes, finalement. Extrêmement. Ils appliquent la loi. Oui. Tout à fait. Puis ils se protègent, le pays est en état de guerre. Ouais. Voilà. Le volontaire international, il aurait pu y avoir des crapules ou des infiltrations, donc je comprends, bien sûr. Ils sont extrêmement méfiants, ils ont bien raison. Alors, on me dit, n'a-t-il pas peur d'être poursuivi en France pour avoir combattu pour une armée étrangère? Alors non, parce que légalement la loi en France interdit le mercenariat. Je ne suis pas mercenaire, je suis volontaire. Le mercenariat, il faut des statuts très particuliers pour entrer sous cette condamnation-là, dont surtout avoir reçu de l'argent de la part d'un État étranger. Donc je n'ai pas reçu de l'argent de la Fédération de Russie, je n'ai même pas reçu de l'argent de la République populaire de Donetsk ou de la part des milices. D'ailleurs c'est un défaut parce qu'il y a par moments, pour manger ou pour les besoins quotidiens, c'était vraiment rude. Je devais faire des appels aux dons. Ensuite, pour terrorisme, je suis venu défendre une population qui se faisait agresser. Donc ça n'entre pas du tout dans le cadre du terrorisme. Donc tu ne veux pas être inquiété du tout en Non, France, absolument poursuivi Non. Voilà, pour je ne sais quoi. Puis qu'on veuille me faire un procès, j'irai crier ma vérité. Ouais. Qui est la vérité d'ailleurs. Voilà. D'accord. Et que tu as été quand même approché par les autorités françaises, j'imagine, non? Je dois être débriefé, je pense, très bientôt. Débriefé, ça veut dire? Ouais, c'est-à-dire, Ils ont tous été débriefés. Hein. Oui, c'est quoi? C'est les services de renseignement, la débriefés, DGSE, ouais, c'est voilà, ça qui... c'est la DGSI hors bâtiment. Hein. Donc, même pas convoqué dans un bâtiment, c'est convoqué dans un café avec deux inspecteurs. Un truc qui demande si vous connaissez Alain Benajam. Voilà. Ah oui, on leur a parlé de toi. Oui, ton nom a été cité. Bah oui, bah bon, on m'a dit que tu recrutais. Hein. En fait, ils ont peur. Ils ont peut-être peur qu'on monte une organisation ici en France. Non, c'est normal. Je pense que pour tout service de renseignement, d'être renseigné. Oui. D'ailleurs, je faisais toujours une blague avec les autres. Vous savez, un service de renseignement, il est mal renseigné, donc il cherche le renseignement. Mais ici, tout. Rien n'est plus désagréable pour eux de ne pas savoir. Donc voilà. Alors messieurs, si vous voulez des renseignements, vous avez qu'à nous demander. Il y a souvent, parce que j'ai remarqué, il y a souvent parmi les militants politiques dissidents, il y a souvent une paranoïa des services, et c'est très mauvais d'entretenir un climat paranoïaque, et je déteste ceux qui font ça. Non, un service de renseignement, on veut être renseigné, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément mener à l'arrestation. Ils veulent savoir, c'est aussi un peu leur métier. C'est leur métier, et heureusement qu'ils le font. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, quand même, ça service de renseignement, on peut se dire, c'est vrai qu'il a intérêt quand même à savoir, il se dit, il y a des mecs qui sont en train de se partir au Donbass, se battre avec des calages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah oui, mais c'est normal, sinon ça veut dire vraiment que l'État ne pourrait même plus assurer ses fonctions régaliennes. Voilà. Donc, arrêtons non plus. Mais il n'y aura pas de poursuite, c'est ça qui est important. C'est pas possible qu'il y ait des poursuites parce que je rentre pas du tout dans les critères. Il n'y a pas de délit. Il n'y a pas commis de délit. D'accord. Par contre, si tu avais été payé par des Russes, etc., il y a une notion de somme. Hein, il faut qu'une somme soit relativement conséquente. D'accord. Et la notion aussi d'État, tu disais que ce soit un État qui paye. Alors, regardez, la Légion étrangère emploie des étrangers, les incorpore dans l'armée française et leur donne une solde. Souvent, on a dit que la Légion étrangère était une armée de mercenariat, mais ce n'est pas du mercenariat. Voilà. Donc, on ne me reproche pas d'avoir été légionnaire pour une autre armée, peut-être. Alors, on me dit, les milices pro-russes sont-elles disciplinées? Alors, il y a un côté milice qui est très bien, mais non, absolument. Là-dessus, c'est le gros défaut des milices russophones, elles sont complètement indisciplinées. Voilà. Donc, et Napoléon qui disait que la discipline est la force première des armées, bon, c'est ce qui a fait défaut aux milices russophones. Et c'est ce qu'on leur reprochait, leur manque de discipline et de coordination et de commandement. Il y a peut-être des côtés qui sont... C'est quoi, ils ont un côté un peu, on fait ce qu'on veut, c'est un peu, c'est quoi? Déjà, c'est tous des civils. L'inexpérience, le non-savoir-faire militaire, le non-respect des ordres. Imaginez en France demain un conflit civil et on distribue des armes à tout le monde. Et on les regroupe. Voilà. J'ose pas imaginer. Bah voilà, on n'ose pas imaginer. Ça, nous, on l'a vu. D'accord. Voilà. La discipline, c'est très très important. Très important. Surtout avec des gens en armes. Là, surtout toi qui as une formation militaire, tu sais que c'est fondamental. Voilà. C'était l'endroit où il y avait Makhno. Il n'y avait pas des Makhno, des anarchistes ukrainiens dans le tas.
Non, je pense Non. pas. Non, du tout. C'est vraiment. Parce que Strelkov, il parlait toujours du makhnoïsme. Non. Là-dessus, Strelkov, vous voyez souvent la 3e colonne, la 5e colonne, Ouais. les McNutt. Non, tout ça, c'est des fantasmes. Ok. Je pense que c'est pour C'est une dénoncer. tradition anarchiste, hein, quand même, en Ukraine. Peut-être, mais du côté russe, non, c'était surtout que, voilà, c'est des milices qui sont montées sur le fait et c'était de tenir des positions et il y avait le manque de formation militaire préalable. Voilà. D'accord. Alors, là, il y a une question pour toi, Victor. On me dit, Victor parle de motivation politique pour son engagement. Peut-il nous préciser ses motivations profondes ça, c'est au bien. point de risquer sa vie dans un pays étranger? Ça, c'est vrai, c'est une question. C'est une bonne question. Ouais. Ouais. Ben, tout simplement des motivations humaines. Des motivations très humaines. On voit une population en danger, une population frère, parce que Mais ça rejoint quand même les motivations politiques malgré tout. On peut pas. Tout est lié, quoi. Tout est lié. On peut pas le séparer. Parce que mes motivations politiques étaient, j'ai toujours pensé que la Russie doit faire partie d'une grande Europe au moins diplomatique, de Brest jusqu'à Vladivostok. Donc le racisme, toi tu es pour Le racisme, pour cette grande vision là. Ouais. Que les Russes sont un peu frères des Français et qu'en plus la guerre arrivait en Europe. Donc il fallait défendre les agressés. Et puis quand on a vu que les populations étaient bombardées, c'est devenu des motivations humaines, tout simplement. D'accord. J'ai un savoir-faire militaire, bah, c'était continuer mon militantisme de façon concrète sur le terrain. Une motivation anti-impérialiste, parce que tu en as déjà parlé. Donc Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment très politique, l'anti-impérialisme. Ouais. Bah, après, mais des motivations profondes, un engagement humain. Après, je ne suis pas en recherche d'aventure et tout ça, parce que j'ai déjà vécu l'aventure avec l'armée française, j'ai déjà eu des barreaux à droite à gauche. Donc là, c'était vraiment des motivations très profondes, très politiques, très humaines. D'accord, parce que comme l'a dit Souigné, c'est vrai que c'est au point de risquer sa vie, parce que oui. tu arrives dans mais quelque me chose battre pour la justice, pour la justice, donc des motivations humaines. D'accord. T'as eu peur déjà à un moment aussi là-bas, où il y a eu vraiment des moments justement très dangereux, très... Il y a eu des moments très dangereux sous les bombardements. Il y a eu des moments où oui, la peur était présente, bien sûr, mais ça prend à se vaincre. Puis il y a eu des moments où oui, on était dans les lignes ennemies avec Renault, à coordonner des tirs d'artillerie sur une colline, et l'ennemi était juste 6 mètres en bas. Voilà. On a été pris sous les bombardements, sous les tirs d'AGS, des lance-grenades. Faut quand même être accroché, quoi. On s'habitue à tout. L'être humain a un potentiel d'adaptation incroyable. On t'apprend à gérer ça dans l'armée d'ailleurs? C'est pour ça qu'une formation militaire doit durer 6 mois et qu'on estime qu'un Français, qu'un soldat professionnel est totalement prêt au combat qu'au bout de 2 ans réellement. C'est-à-dire au moins avec une opération extérieure plus l'expérience du combat. Là, il est vraiment soldat professionnel. Voilà. Ce qui a amené peut-être pas mal de pertes de notre côté, le fait qu'il n'y avait pas de professionnels. Voilà. Parce que le mental, ça joue énormément, j'imagine. C'est essentiel. Oui, puis c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de choses, et puis le feu devient tout d'un coup, c'est très violent. Des fois, c'est des jours et des jours et des semaines d'attente pour après 5 minutes d'action, ça se passe très mal. Puis des fois, c'est des jours et des jours de bombardement, et puis après, 2 mois, plus rien du tout. C'est très psychologique. Mais finalement, ce qui est le plus dur, c'est de revenir à la civilisation occidentale, d'avoir quitté le front et de se retrouver à prendre son ticket de métro et tout ça, et se dire waouh, c'est complètement différent. C'est 2 mondes, on est sur la même planète, mais c'est 2 mondes différents. Ouais, bah écoute, ça c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à imaginer. Alors, on me dit bonsoir, monsieur Lenta. Avez-vous pensé contacter certains médias mainstream comme BFM, France 24 pour évoquer et expliquer votre combat idéologique et physique? Ben en fait, quand je suis arrivé à Donetsk, c'est eux qui m'ont contacté. Comme maintenant, au retour là maintenant, et j'ai pas pensé à le faire pour mon retour, mais quand je suis arrivé là-bas dans le Donbass, c'est immédiatement eux, TF1, France 2, France 24 qui sont venus à moi. Parce que ça les intéressait, les volontaires français dans le Donbass, ils comprenaient pas du tout. Ouais, et puis en plus, ils voulaient nous taxer des mercenaires à Poutine, donc il leur fallait au moins nos tronches. au moins. D'accord, et t'as accepté des interviews, des entrevues? Oui, parce que quand un média, même quand c'est un média du système, nous donne la parole, il faut la prendre, j'estime. J'estime que même s'ils tronquent une partie de mon discours, je pourrais toujours y répondre. C'est très important. Les dissidents du système ont tellement peu accès à ces médias qu'il faut prendre la parole quand ils les donnent. C'est ma vision des choses en tout cas. Ok, bon écoute. Alors on me dit, y avait-il des Tchétchènes? Bon bah ça, tu as déjà répondu. Si l'armée russe entre dans le conflit en Ukraine, est-ce que les USA ou leurs alliés occidentaux interviendraient?
Pas directement, certainement. Ça donnerait un prétexte, mais je vois mal les armées occidentales essayer un affrontement frontal avec l'armée russe. Ouais. Parce qu'on a vu un peu, ce qu'on peut appeler des rodomontades un peu entre quand ils font défiler leurs chars en Lituanie, on a vu en Allemagne, en Pologne, etc. Vraiment en Roumanie. Voilà, c'était quoi? C'est un peu, on monte les gros bras, un peu comme des boxeurs. Peut-être que les armées polonaises, géorgiennes, aidées par les Américains, interviendraient. Il faut mais dire l'armée française, non. On n'en a pas les moyens, je pense. Les généraux français ne veulent pas se frotter à l'armée russe. Ce serait très dur pour l'OTAN de... pas y aller, enfin, là on l'a vu. Si l'armée russe elle ne veut pas y aller, elle n'ira pas, donc la question ne se pose pas. Même si la question ne se pose pas, même si elle intervenait, non. Oui, voilà, lui, il pose l'éventualité, imaginons que les Russes interviennent, il se dit, est-ce que l'OTAN interviendrait directement? Les Géorgiens, Polonais, oui, en tant qu'infanterie, aidés peut-être par de l'aviation de l'OTAN, mais en gros, ils sont forts, l'OTAN, ils enverraient un peu les vassaux. Mais ils font tout le temps ça maintenant. Aller se faire bousiller, mais ils ont besoin de supplétifs énormément, parce que dans les armées de l'OTAN, moi je l'ai vu au sein de l'armée française, on peut plus se permettre de perdre des soldats parce que la réaction publique fait en sorte que maintenant les gens ne veulent plus perdre d'hommes au combat, que ce soit dans une juste ou une mauvaise cause. Je l'avais bien vu en Afghanistan en 2008 quand il y a eu l'embuscade d'Ouzbin où on a perdu 10 parachutistes. De suite la réaction publique et même les conséquences politiques que ça, alors que finalement on a perdu que 10 hommes, c'est 10 hommes. Et en face, ils ont perdu 70 talibans. Sur intermilitaire, j'appelle ça une victoire. En Indochine, on a perdu beaucoup. C'est-à-dire que l'opinion publique occidentale est foncièrement... Ne suit plus. Elle veut plus qu'il y ait de mort. On n'a plus de valeur guerrière. Donc quoi qu'il en soit, même si nos soldats sont très entraînés, on peut plus perdre un homme, c'est fini. C'est pour ça que les Américains, dans la guerre d'Irak, ils cachaient les morts. Il était interdit de montrer les photos des cercueils des soldats. C'est normal. L'Occident ne supporte plus les guerres, les pertes. Ça j'avais remarqué que l'armée française, et c'était également, oui, en Afghanistan, moi j'avais été en période de Noël, on disait hop, pour Noël, pas de sortie, rien. Faut surtout pas qu'on perde un mec pour Noël. Ça c'est un fait. L'opinion publique ne supporte plus les pertes, que ce soit pour une bonne ou une juste cause. Pour la guerre d'Algérie, le nombre de morts français qu'il y avait. Non, même bien avant, les bataillons qui fondaient comme neige au soleil en Indochine et avant et tout ça. Non, c'est... Là, vraiment, les gens ne supportent plus les pertes au combat du sang français. D'accord. Ouais. C'est pas plus mal peut-être. Alors, on entend beaucoup dire que l'inflation est rude dans l'ouest de l'Ukraine, mais qu'en est-il pour le Donbass? La population arrive-t-elle à subvenir à ses besoins? Le million de civils qui ont fui la région sont-ils rentrés? Alors, pour le Donbass, la population déjà là, autonome, ils ont tous de très bonnes maisons. Ils ont tous un jardin avec un puits, donc tout ce qui est au niveau nourriture, ils sont autonomes. Ensuite, quand il leur faut de l'argent, il y a la solidarité de la population russe qui se fait. Ils arriveront tout, il y a des convois d'aide humanitaire qui arrivent, ils reçoivent des Western Union pour avoir de l'argent. Ensuite, il y a l'entraide familiale qui se fait énormément. C'est une population solidaire. Ils ont des valeurs que nous, on a oubliées avec notre individualisme moderne et occidental. Ils savent encore ce que c'est que l'entraide. Donc, même s'ils n'ont pas forcément l'argent, ils pourront subvenir toujours à leurs besoins premiers. Voilà. Bah ça, il y a moins de clochards à Donetsk qu'à Paris, hein, ça c'est sûr. Et pourtant, Donetsk est une ville assiégée. Tout le monde peut trouver. Puis l'hospitalité est une règle là-bas. On ne laisse pas quelqu'un partir le ventre vide. Donc forcément, il y aura la solidarité joue beaucoup là-bas. Ah bah ça, c'est important de le préciser. Et pour les civils, le million de civils, alors moi j'ai connu Donetsk vide et avec des infiltrations ukrainiennes dans la ville. Et maintenant, la population commence à revenir, oui, petit à petit. Ça... Oui, parce que les gens avaient déserté la ville à cause des bombardements ukrainiens. Et puis maintenant, ils reviennent. Ouais. Ils reviennent. Donc, parce qu'on a vu des images assez horribles de pilonnage, et puis on voyait que voilà, des hôpitaux détruits, des écoles, etc., des corps partout. Enfin, c'était assez horrible, les images qu'on a reçues de Donetsk. Ouais. Non, maintenant, là, quand j'avais débarqué, oui, Donetsk, c'était une ville fantôme. On pouvait même circuler à plus de 100 km/h en voiture dans la ville, parce qu'il le fallait en plus, on pouvait être victime de tirs ennemis. De tirs d'armes légères. Maintenant, c'est impossible. La population circule dans Donetsk, les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts, les magasins se réinstallent, il y a le marché et tout ça. Voilà. Et c'est achalandé les marchés, les magasins. Il y a de l'approvisionnement qui arrive régulièrement. Oui. D'accord. Alors, on me dit aussi, que faire pour motiver d'autres jeunes Français à aider nos frères ukrainiens?
Burkina Faso, ok. En montrant la vérité sur ce conflit, tout simplement. Pour inciter les gens à aider le Donbass, il faut leur montrer la réalité de cette guerre, leur montrer qui est vraiment l'agresseur, ouvrir les consciences. C'était aussi une opération de communication, le fait d'aller là-bas et de montrer au monde entier, regardez, je suis volontaire, regardez qui est agressé, qui est l'agresseur, ce qui se passe réellement. C'est le but de tout volontaire, de toute façon, ou de chaque personne, d'être lui-même un média de l'information. Voilà, c'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait en plus ici. Alors, on me dit, elle fait la propagande d'État, elle émet ce qu'elle veut comme news, elle ne met pas en antenne ce que les Russes font dans leur pays. Ah, par contre, je ne sais pas de qui il parle. S'il parle des chaînes russes, il faudrait qu'il précise un peu, on n'a pas compris la question. Dans les médias libres, voilà une question un peu, on va dire un peu plus piquante. Dans les médias libres, nous reprochons beaucoup de choses à Obama, l'UE, l'OTAN, Israël, etc. Mais que pouvons-nous reprocher à Poutine sur le dossier ukrainien ou d'autres dossiers? Alors sur le dossier ukrainien, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, certains vont reprocher sa non-intervention militaire. Mais on l'a déjà expliqué. Ouais. Sur d'autres dossiers, certains ont parlé de sa réaction en Tchétchénie, de sa réaction violente qu'il aurait eue pendant les guerres de Tchétchénie. Tout à fait. Bon déjà, il faut savoir que Vladimir Poutine a dû restructurer complètement son armée. Et que au moment des guerres de Tchétchénie, ils n'étaient pas prêts du tout pour l'intervention en Tchétchénie. Donc il y a eu énormément de pertes de l'un et de l'autre. En plus, le conflit tchétchène était violent parce qu'il y avait des milices islamistes financées par on sait très bien qui étaient en face. Donc il y a eu ça qu'on n'avait pas compris à l'époque. C'est avec le recul aujourd'hui qu'on peut voir ça. Maintenant, les Tchétchènes sous Kadyrov, ce n'est pas qu'un simple chef de clan. Il a quand même eu l'adhésion du peuple tchétchène pour arrêter les combats et dire on se rend sur les fédérations russes, même si on avait eu des velléités d'indépendance, quand on a vu qui réclamait réellement l'indépendance. De toute façon, ils voulaient un califat, ces milices islamistes, pour pouvoir à nouveau installer peut-être une puissance étrangère. Et un califat, c'est le contraire d'une nation. Voilà. L'idéologie du califat, c'est nie totalement la nation. Oui, parce que ces milices, justement, qui sont battues contre l'armée russe, visiblement stipendiés par l'Arabie Saoudite. Il n'y avait pas beaucoup de Tchétchènes. Oui, voilà. Bon, il y a eu des Tchétchènes réellement. Il y a eu un retournement de l'opinion publique à un moment. Voilà, donné, parce qu'il y a eu vraiment des Tchétchènes qui ont affronté l'armée russe et tout ça. Je crois que le clan Kadyrov au début était contre les Russes. Voilà. Mais quand ils ont vu comment étaient gangrénés leurs camps et les massacres qui étaient faits l'un et de l'autre, ils ont pris la meilleure décision qu'il y avait pour protéger leur peuple. Et ils ont agi en tant que chef des peuples. Et maintenant, on voit très bien que Grozny se porte à merveille, que l'armée tchétchène est autonome et que le leader tient le pays. D'accord. Donc ça parce que et qu'il est le premier rempart contre le terrorisme en plus. Voilà, parce que qu'il soit un terroriste étatique ou. C'est une pierre qu'on a jetée dans le jardin de la Russie quand même cette affaire de Tchétchénie, qui a eu des conséquences assez dramatiques. Puis dans le Caucase aussi, avec l'affaire de Beslan, on se souvient de la prise d'otages terrible aussi dans cette école. Et puis après il y a eu l'affaire du théâtre aussi à Moscou. Ça c'est vrai que pour une vision occidentale, on voit des réactions de la part du pouvoir politique très brutes, tout ça, très violentes. Mais quand on se remet dans le contexte de l'époque où la Russie menaçait de partout, qui sortent de l'ère Helsinki, qu'il faut recadrer les oligarques, qu'il faut restructurer tout l'État russe, et en plus il y a des terroristes qui agissent pour des mains étrangères, la réaction ne pouvait être que violente et montrer au monde entier qu'il ne fallait pas jouer avec les autorités russes. Avec la Syrie aujourd'hui, avec ce qui se passe là-bas, on commence les choses se dévoilent. On voit qui est qui. On savait que l'Arabie Saoudite finançait les Wahhabites, les milices. Les milices, bien sûr. Les milices et on subodrait, maintenant on le sait. Maintenant on sait que l'Arabie Saoudite finançait les milices tchétchènes wahhabites, et on sait aussi que l'Arabie Saoudite ne peut rien faire sans l'assentiment des États-Unis. Ils ont des accords, donc voilà. Et il faut bien voir que cet aspect politique du terrorisme, entre guillemets, et du wahhabisme est extrêmement important, parce que le wahhabisme, comme l'idéologie des frères musulmans, s'oppose aux fêtes nationales, s'oppose à l'égalité, s'oppose à la démocratie, à l'autonomie des populations, puisque pour eux, il n'y a qu'une loi qui doit s'étendre sur le monde entier, c'est la charia et le califat. Donc l'idéologie fondamentale
des wahhabites et des frères musulmans va bien dans le sens de l'impérialisme. C'est pour ça qu'ils sont copains comme cochons. Voilà. Donc, l'affaire Syrie, d'ailleurs, en train les nous nationalistes révèle beaucoup de choses. C'est un peu la continuité presque de l'Ukraine et du Donbass, là, ce qui se Il passe. continue la ligne qu'il a eue dans le Donbass, une ligne tout à fait légale et une ligne de grand stratège géopolitique. Et effectivement, il y a aussi une lutte contre les terrorismes de la part des mains étrangères là-dessus. Ouais. Là-dessus, on voit très bien qu'il y a l'affaire de Syrie, mais c'est ce que je pensais aussi, c'est que son intervention dans le Donbass aurait retardé encore plus l'intervention russe en Syrie. Je pense que tous les dossiers sont liés. C'est ce que certains de notre camp n'ont pas compris, que tous les dossiers actuellement, nous sommes sur un grand champ de bataille contre le nouvel ordre mondial, contre l'occidentalisme, l'OTAN, appelons-le comme on veut l'ennemi. C'est un grand champ de bataille, et le Donbass n'est qu'un conflit local en Europe orientale sur ce grand échiquier géopolitique et ce champ de bataille. Et la Syrie est un autre champ de bataille qu'il faut absolument gagner, et surtout que la Syrie ne doit pas tomber. Donc tout est lié. On ne peut pas parler que du dossier syrien, que du dossier irakien, que du dossier Donbass. Non, c'est le même camp, c'est le même ennemi. Oui. Parce que là, la Russie a fait une démonstration on va dire, de l'efficacité de son armée en faisant des frappes aériennes contre les positions de l'État islamique, alors que depuis un an, la coalition internationale, soi-disant menée par les États-Unis, n'a fait que renforcer Daesh, puisque finalement, ils sont venus d'Irak, puis finalement, ils sont passés en Syrie, puis ils sont passés... Il n'y avait pas... Ce qu'ont fait les États-Unis, alors il y a des groupes qu'on appelle wahhabites, ils sont tous wahhabites ou frères musulmans, ce qui est strictement pareil, tous. Bon. Et même la SL, même qui reste 3 pelés de Pékin, ils sont frères musulmans. Donc ils ont tous la même idéologie, ces gens-là. Et un coup, les États-Unis a fait semblant de les séparer en disant ça c'est Daesh, ça c'est les bons. Mais en fait, sur le terrain, ils sont strictement les mêmes. Alors les Russes, ils vont pas avoir la même logique, dire bah tiens, où se passe la frontière entre les bons et les mauvais. Eux, ils se tapent tout le monde, quoi. C'est tout. Puis c'est les mêmes. Ce sont les mêmes, payés par les mêmes. Donc, voilà. Parce que là, c'est un peu, effectivement, une espèce de campagne, on va dire, qui s'est enclenchée contre la Russie, médiatique. Ils sont furieux. Ils montraient même des populations civiles dites bombardées avant que le bombardement commence. L'erreur de l'immédiateté, de la fausse information, de la vraie information. Les réseaux sociaux peuvent être une arme, mais aussi une arme qui se retourne contre l'envoyeur. Voilà. Les guerres de 4e génération, faut faire très attention avec. Cette guerre initiée via la communication, maintenant ça se retourne vers ceux qui l'ont créée. Parce que la propagande de guerre maintenant est vraiment partie intégrante de la partie intégrante de la guerre. Oui, on ne peut plus mener une guerre sans la propagande de guerre. On ne peut plus mener de guerre sans la guerre de 4e génération. Ça va ensemble. Les révolutions de couleur, ça marchait comme ça. La guerre syrienne a marché comme ça. Le président Bachar al-Assad a montré comme ça la vérité au monde. Et ça a été peut-être l'un des défauts de Muammar Kadhafi, qui n'a pas assez bien communiqué. Du tout. La communication est l'arme numéro 1. Et moi, on me disait souvent, oui, Victor, dans le Donbass, tu communiques trop. Non, c'est l'arme numéro 1, la communication. Ça, faut bien le comprendre. C'est l'arme qu'a utilisé l'ennemi et il est temps qu'on sache s'en servir. D'accord. Alors, on me dit aussi, les volontaires... Alors voilà, les volontaires étrangers obéissent-ils aux mêmes règles militaires que les milices pro-russes ? Oui, nous sommes soumis à un règlement, oui. Et encore plus maintenant qu'avant. Puisque maintenant, ils essaient de structurer tout ça en armée de la DNR, donc c'est soumis au règlement militaire de l'armée de la DNR. D'accord. Voilà. Donc, comme ça, on a unifié un peu... oui, et puis c'est très bien. C'est très bien, ouais. Oui, très très bien comme ça. D'accord. Alors, après les combats acharnés entre frères, pensez-vous que la fédéralisation de l'Ukraine est-elle encore possible ? Ne se dirige-t-on pas plutôt vers une séparation ? Je pense que la fédéralisation, c'est un avis personnel, est un premier pas vers la séparation finalement. Voilà. Donc ce sera un peu, on va dire, le mal nécessaire un peu pour faire la paix. J'ai envie de dire, on commence par faire la paix en se disant on va se fédéraliser entre nous. En pensant, mais la Russie un jour, on va se séparer comme un couple qui divorcera en 2 étapes un peu. Mais la Russie est pour la fédéralisation. La Russie est pour la fédéralisation. La Russie est d'un poids extrêmement important aux accords de Minsk. C'est la Russie. Or la Russie est pour l'intégrité de l'Ukraine dans une Ukraine fédérale. D'accord. Alors, bon, évidemment, la question sur les autorités françaises, elle a déjà été posée, on y a répondu. Alors, on me dit, quel avenir envisagez-vous pour cette partie du monde ? Est-ce que c'est vrai que, voilà, tu y es revenu, t'es plutôt quoi ? T'es plutôt optimiste, quand même, au fond ?
ce qui s'est, voilà, ce que le bilan, on va dire, que t'en tires. Oui, bilan tout à fait optimiste. Ouais. Bon, déjà personnellement une très grande expérience, et en plus pour cette partie du monde, ben ça a révélé de quoi était capable de faire un peuple qui défendait son identité face à une agression du nouvel ordre mondial. J'ai vu un peuple reprendre sa liberté, l'arracher, les armes à la main. Donc je suis tout à fait optimiste. Ils ont redonné une lueur d'espoir à tous les combattants qui combattent ce nouvel ordre mondial. Ils ont été pareil, ils ont montré autant de courage que leurs frères syriens, irakiens, yéménites, faut pas les oublier, libyens. Libyens. Et voilà. Libyens, ouais. Donc le Ils sont en Donbass, train de reprendre le dessus en ce moment d'ailleurs. On en le parle pas Donbass beaucoup. a fait preuve de ce même courage. En Europe en plus, ils l'ont fait. Ils ont montré qu'on pouvait faire face à ces armées-là et les vaincre. Espérons que nous, en France, on le fera un jour. Ouais. Qui sait? Ah bah, on compte peut-être sur toi, ton expérience. Un jour, on va te demander de revenir ici. On me dit, y a-t-il des islamistes du côté ukrainien? Ben oui, si on en bah parle à oui. l'islamisme, des takfiristes, des bien sûr, terroristes, oui. Ouais. De par ces Tchétchènes On en du a bataillon parlé, on en a Mansour. parlé tout à l'heure, ouais, Oui, ouais. bien sûr. Mais tu De confirmes. toute façon, Parce c'est le qu'on même va- camp, de toute Ouais, façon, ouais, ouais. terroriste. J'aime pas trop ce terme islamiste parce que c'est un terme du système pour désigner et pointer du doigt la religion de l'islam, qui est une religion de paix. Non, je préfère le terme sous lequel le désigne le Hezbollah, ces gens-là, le terme de takfiriste, de terroriste. Voilà, terroriste, c'est le véritable. ok. Faut faire attention aux mots qu'utilise le système. Faut pas utiliser le verbe du système. Là-dessus, j'insiste beaucoup. Alors, on me dit, que pense la population du Donbass des volontaires étrangers qui viennent combattre avec des milices pro-russes? Eh bien, la population nous a toujours réservé un très bon accueil. Chaque fois qu'on entrait dans une maison et qu'ils nous voyaient, ils nous invitaient à manger le bortsch. Ouais. On repartait forcément le ventre plein. Je ne compte plus le nombre d'icônes orthodoxes que les babouchkas nous offraient. C'était un très bon accueil de la population. La population a très bien accueilli les volontaires étrangers. Ils étaient quoi? Ils étaient quand même un peu fiers quand même de vous voir parce que c'est pas Oui, commun quand même de non. se dire des étrangers. Et en des plus, Français, s'ils en avaient le plus, téléphone portable avec appareil photo, ils demandaient une petite photo à côté de nous. Donc, Ah ouais, un très d'accord. très bon accueil de la population. La population, j'en garde un très très bon souvenir. Ah, ça fait chaud au cœur quand même. Ben j'imagine. oui, parce que c'est très agréable d'être reçu, parce qu'on venait pour eux. Ouais, ouais. Voilà. Et ils nous ont fait un très très bon accueil, c'était exceptionnel. La population était un exemple dans cette guerre. Les milices pas toujours, mais la population avait un véritable exemple, que ce soit au niveau de l'hospitalité, de la tenue et de la dignité face au bombardement. Voilà. Quand je dis qu'ils ont gardé le sourire face à cette catastrophe qui est arrivée, ils ont vraiment gardé le sourire. La population, j'en garde vraiment, c'est un exemple, la population du Donbass. Un exemple à suivre. D'accord. Alors on me dit, Monsieur Lenta, avez-vous un avis sur le MH17 de la Malaysia Airlines? Donc j'étais en plein pour essayer de pour passer la frontière à ce moment-là. Donc j'ai pas suivi l'affaire directement donc j'ai pas eu le choc émotionnel de tout ça. Oui. Et avec le recul et ce que j'ai pu en savoir, pour moi c'est un false flag. C'est fait pour justifier une intervention occidentale ou même de l'OTAN dans le conflit ukrainien, ou pour faire croire que la Russie avait tiré. La Russie avait tiré sur un Il fallait avion absolument de- accuser le camp russe d'agression. Donc et quoi de mieux que les Comme accuser d'hab. d'avoir Un truc classique. envoyé un missile sur une population civile, D'ailleurs, enfin, sur des aujourd'hui- civils quoi. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question s'il n'y avait pas des cadavres déjà dans l'avion, si l'avion n'était pas Ouais, vide. piloté automatiquement. Ouais. Parce que des témoignages ressortent comme quoi les cadavres étaient blastés. C'est-à-dire ils sortaient du formol. Ça sentait le formol. D'accord. Bon, j'ai pas cette info-là, bah, comme quoi. Ouais. Donc moi qui suis le vrai complotiste, un vétéré, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Un drone avec rempli de cadavres, quoi. Alors, bon, évidemment, on nous demande retour en France. Bon, ça, c'est une question à laquelle tu as déjà répondu. Alors, on me dit, que pensez-vous de l'attentat de Volnovakha, à l'issue de laquelle Poroshenko et Yatsenuk ont arboré le fameux slogan « Je suis Volnovakha ». Pensez-vous que cet attentat était un false flag pour diaboliser la République de Donetsk? Tout à fait. Et en plus, dire je suis tel, c'est un slogan du système, ça sent de suite au moins une récupération politique. Ouais. Ensuite, cette histoire d'attentat, même si j'ai pas suivi l'affaire de près, ça sent complètement encore. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut un prétexte absolument pour pouvoir lancer l'armée ou pouvoir justifier des interventions beaucoup plus rudes. Donc, ça les arrangeait bien, on va ça dire. les arrangeait bien. Voilà. Il y a au minimum une récupération
opération politique. D'accord. Voilà. On me dit, connaissez-vous, alors là, c'est imprononçable, Zido Banderovest, qui signifie juif bandériste. Ne trouvez-vous pas contradictoire pour des juifs de se réclamer de Stéphane Bandera, ou est-ce encore un esprit de synthèse, comme celui qui fait cohabiter la statue de la Vierge et Béline? C'est effectivement complètement contradictoire. Ouais. Surtout quand on connaît l'idéologie bandériste. Mais le camp ennemi, le camp d'en face, c'est un camp de la contradiction. De la contradiction, ouais. voilà. Parce que toi aussi, tu nous avais parlé d'oligarques juifs, Oui, il y a qui Kolomoïski. finançaient même Pravi Secteur. Mais Kolomoïski. qui est un des fondateurs du Parlement juif européen, qui a une triple nationalité ukrainienne, israélienne et suisse. Il ne cache pas ses sentiments sionistes en tant que juif, et lui, il finance Pravi Sector. Et aussi, il finance le bataillon Azov, le bataillon Dniepr 1, le bataillon Dniepr 2. Il a financé tous les bataillons politiques d'obédience nazie. Nazi et antisémite. Voilà. D'accord. C'est là Donc on n'est plus à une contradiction près, quoi. Non, le Non, sionisme est antisémite fondamentalement, de toute façon. Voilà. Bon, tu vas te faire plein d'amis encore. Alors, voilà, on me dit... question pour Victor. As-tu eu des problèmes avec les autorités françaises? Ça, on en a déjà parlé. On me dit... voilà. Quel statut possédez-vous en France à présent? Êtes-vous considéré comme mercenaire? Absolument pas. Absolument pas. Je suis Donc, un homme libre. je suis un homme libre. Voilà. Citoyen. Aucun problème. Aucun statut. Aucun T'es plus militaire, hein, c'est ça? Je suis plus militaire depuis 2012. C'est pas réserviste ou quelque chose comme ça? Dans les faits, il y a peut-être un truc qui stipule que je suis réserviste, mais... On peut te rappeler un jour et te dire non? Sûrement, mais j'irai pas si c'est pour une guerre de l'OTAN. Voilà, si on te dit qu'il faut aller bombarder l'Irak. Non, merci. D'accord. Alors... sachant que l'Ukraine est économiquement ruinée et endettée auprès du FMI et de ses acolytes européens, une future cure d'austérité risque d'être imposée au peuple. Le gouvernement de Kiev n'est-il pas pris au piège? Mais il est complètement pris au piège depuis le début. La situation économique est catastrophique. Il a besoin d'une victoire militaire pour se maintenir au pouvoir. Il n'arrive pas à obtenir cette victoire militaire. Les ultranationalistes le poussent à une intervention. Et il n'a rien qui la justifie. Côté économique, il n'y a plus rien. Apparemment, c'est la débandade totale. Il n'y a plus de gaz russe. Parce que les Russes ont dit c'est terminé. Le pouvoir est très chancelant, très vacillant. En plus, tu m'expliquais qu'ils avaient essayé de se tourner vers d'autres pays, mais... Oui, vers l'Afrique du Sud. Ils ont dit pas confiance. Non, parce que vous êtes des mauvais payeurs. Donc, l'Ukraine est un pays surendetté. Donc... Et on est en train de construire visiblement aussi un mur à la frontière ukraino-russe. Je sais pas si c'est vrai ça, parce que c'est l'Union européenne qui doit financer. Non, mais il voulait faire plusieurs un mur, milliards de dollars, tout ça en plus, qui coûtait une fortune. Il voulait faire un mur. Ouais, il voulait faire un mur à la frontière. C'est de la gesticulation. D'accord, ils ont pas... En fait, l'Ukraine est dans une situation quand même catastrophique pour ce qui est du gouvernement ukrainien, là, c'est chancelant. On a l'impression qu'il est sur un siège éjectable et que ça peut sauter à n'importe quel moment. Ça peut sauter à n'importe quel moment, oui. Ouais. Et peut-être qu'il y aura... espérons que le peuple ukrainien fera sa véritable révolution et qu'il ne sera pas récupéré par l'Occident. C'est peut-être ce qui peut arriver de mieux à l'Ukraine. D'accord. C'est ce que je leur souhaite. Qu'ils redeviennent souverains, que le peuple reprenne le pouvoir, clairement. Alors, voilà une petite question justement qui dérange bien. On me dit, pensez-vous que le racisme est un impérialisme? Non. Alors on a souvent décrit le racisme... Le racisme est-il un impérialisme? Le racisme est comme étant un impérialisme russe. Non. Oui. Moi je dis ça parce que je connais pas bien le racisme, je vais pas te mentir, mais j'ai quand même vu des vidéos de Dugin qui parle qui dit voilà, en gros, nous les Russes, on va créer cette Europe de Vladivostok à Brest, et puis on a besoin des technologies, ne nous privons pas, envahissons l'Europe occidentale et prenons tout d'un coup. L'Europe occidentale décadente, il parle. Mais après, le racisme, c'est toujours vu comme un partenariat avec les différents peuples. Il n'a jamais eu de volonté impérialiste d'asservir les peuples. Voilà. C'est toujours en partenariat. Et d'ailleurs, Poutine fait le racisme économique avec le Kazakhstan, avec l'Arménie. Et c'est toujours une volonté. Il y a un problème de mots, excusez-moi, il y a un problème de mots. L'impérialisme, c'est un mot qui a été inventé par Lénine dans un livre célèbre, c'est l'impérialisme suprême du capitalisme. Ce qu'on appelle l'impérialisme, pour moi, c'est le stade suprême du capitalisme, c'est-à-dire que l'impérialisme, pour l'instant, il n'est
que anglo-saxon, c'est quelque chose qui est prédateur. Avec l'impérialisme, on amène des entreprises, on amène Microsoft, on amène Chevron, etc. Donc l'impérialisme a une signification bien particulière et elle ne peut pas être rapportée à autre chose que à ce fameux sas suprême du capitalisme. L'impérialisme, par exemple, sa concrétisation, c'est quoi? C'est de prendre, mettre la main sur un pays, mettre la main sur son système bancaire et endetter les gens, parce que on sait que aujourd'hui le capitalisme ne fonctionne plus que comme ça, que par l'endettement et le paiement permanent, si tu veux, d'intérêt d'une dette. Voilà, c'est ça l'impérialisme. Donc, il n'y a pas de projet impérialiste, même chez Dugin. Même si Dugin, il pète un peu les câbles, quoi. Mais Poutine n'est pas duginiste. Hein. D'accord. Pas au niveau idéologique, au niveau économique un peu plus quand même. Hein? Au niveau économique, il est pour l'Eurasie au niveau économique. Il fait l'Eurasie économique, mais pas politique. On peut être pour l'Eurasie, pour un assemblage de nations autonomes et de développer le continent, notamment par des voies de communication rapides qui vont de Paris à Shanghai. Et tout ça, oui. Ah, bah voilà. On me dit, alors effectivement, une question, comment rejoindre le front du Donbass? Ben, par la voie légale, donc avec un visa pour la Russie, et après franchir la frontière. Un visa à 2 entrées, hein, surtout. 2 entrées, voilà, mais maintenant... À 2 entrées, parce qu'il faut... Non, parce que maintenant, il y a le système, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de Voyni Billet. Voilà. Parce que le visa à 2 entrées, vous l'aurez jamais de toute façon. Il faut déjà être allé plusieurs fois en Russie et il est très dur à obtenir. C'est trop cher et vous l'aurez jamais. Donc, un visa d'1 mois, si possible, assez long. Vous franchissez la frontière au niveau vers Rostov-sur-le-Don pour aller à Donetsk et vous vous incorporez dans l'armée. Et après, Voyni Billet et asile politique qui permet aussi de sortir. Voilà. D'accord. Très simple. Désormais. Vous pouvez toujours vous adresser à Victor. Alors, allez, une dernière question puisqu'on arrive à la fin. Monsieur Lenta, avez-vous été décoré pour votre engagement dans le Donbass? Bon, il est fâché avec l'orthographe, c'est pas grave. Absolument pas reçu aucune médaille. Aucune médaille. T'as pas été voir Strelkov il y a un moment où moi j'ai été voir Strelkov au mois de décembre, c'était pour lui réclamer des uniformes d'hiver. Mais après j'ai refusé d'aller le voir pour toucher une médaille que j'estimais ne pas mériter, même si j'ai fait... les derniers temps j'ai fait des très bonnes missions de combat, mais je suis pas un chercheur de médailles. L'armée française me doit aussi des décorations militaires, la valeur militaire, je suis pas allé la chercher, je l'aurais peut-être probablement jamais. Mais mon expérience me suffit et c'est la plus belle des récompenses. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu ici. Merci aussi à vous. C'était vraiment une interview hautement intéressante. Les Donbass, on n'a pas. Il n'y a pas des interviews comme ça à France 2. Il nous regarde. Il regarde Beta TV justement. C'est comme ça qu'ils s'informent aussi pour avoir des infos sur le Donbass, parce qu'évidemment sur le Donbass, on a plutôt alors Benajam, bonjour. Le méchant Poutine et les méchants Russes, etc. Et on nous explique rarement évidemment le point de vue côté de ceux qui se battent du côté du point de vue du Donbass et de l'état réel de la situation, quoi. Donc ça nous a permis un peu d'éclairer, de mieux comprendre un peu ce qui se passe là-bas, parce que évidemment il ne faut pas compter sur nos chers médias. Mais il y avait des bonnes questions ce soir. Et ce soir il y avait des bonnes questions. Tu les as engueulées. Voilà, finalement ça marche. Et bien écrit. Oui, ça marche. voilà, bien écrite. Bon, il y en a certains, bon, c'est pas trop grave, on vous pardonnera. On va dire que c'est le clavier qui a glissé. Mais sinon, en tout cas, c'était plutôt intéressant. Vous êtes sur la bonne voie. Tout ça, c'est magnifique. Merci Alain. Alain, tu vas revenir de toute façon bientôt. Je vais vous prendre la tête. Voilà. Bon, on t'a réclamé. Il y en a qui me réclament. Alain, c'est quand qu'il revient? Bon, Alain, il revient bientôt. De toute façon, vous allez savoir. Et puis, Victor, écoute. On va parler du capitalisme. Et merci à toi d'être venu pour cette émission. Et oui, on parlera du capitalisme. Et franchement, c'était un grand plaisir, quoi. Merci. Et bien, merci à vous aussi. Merci à la régie, évidemment. Et merci à tous les métanautes. Merci à tous les modérateurs connectés. Nous, on se rejoint lundi. Et vous savez que j'ai qu'une chose à dire. Si vous écoutez ce message ce soir, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao tout le monde.